Bonjour Annie, Oui, bonjour Sandy, comment vas-tu? très bien et toi? Je suis contente de te retrouver. Nous nous retrouvons dans Oui, des conditions un petit peu particulières, hein. eh bien oui, Oui, notre dernière émission a été supprimée de YouTube, donc on s'est dit qu'on ne pouvait pas effectivement laisser un trou comme ça, d'autant que nous avions dit des choses qui nous semblaient importantes et qu'on aimerait partager avant la prochaine émission. Voilà, donc aujourd'hui, on refait une émission bis. Malheureusement, nous n'aurons pas effectivement le retour des internautes, mais en tous les cas, on leur souhaite un très grand bonjour, hein. Et puis, peut-être qu'on va faire un petit retour d'abord sur le cadre de l'émission, puisque nous avions insisté pour dire que c'est une émission dans laquelle nous avons un partage de pratiquantes, hein, et d'expérimentantes et pas un partage de sachantes. mhm, Que nous avons aussi, que nous ne sommes pas des historiennes d'art, nous ne sommes pas des critiques d'art et que les notions d'art que nous avions partagées et qui seront tout au long des émissions que nous allons faire, des différentes capsules qui vont suivre aussi, c'est une notion qui repose sur qui ne sont pas du tout sur les considérations sur le marché de l'art, sur les tendances non plus à l'heure actuelle, encore moins sur la valorisation, mais véritablement sur l'implication de chacun dans une activité artistique. Peut-être que toi aussi, tu aimerais pouvoir le compléter. tout à fait. Donc, c'est important de replacer le cadre de cette émission à nouveau, hein, même si on l'a déjà dit dans la première émission. Comme tu dis, Annie, on n'est pas ni historienne d'art, ni de ce registre-là, ou voilà, à placer nos propos dans une démarche soit d'histoire de l'art, soit du marché de l'art, qui sont vraiment des domaines très différents de ce qu'on aborde ici. Donc voilà, c'est important pour nous de replacer ça dans ce cadre qui est le nôtre. Tout à fait. Tout à fait. Et alors, nous avions parlé effectivement peut-être qu'on va faire des rappels. Je te laisse peut-être le soin de dire ce que nous avions dit dans la première émission. Oui, alors un petit rappel de l'émission 1, même si comme Annie, tu viens de le dire, cette émission-là va être malheureusement un petit peu moins développée, moins exhaustive que ce qu'on avait enregistré et qui a malheureusement disparu. Enfin, peut-être qu'il n'y a pas de hasard. En tous les cas, on tenait vraiment à faire une restitution pour vous redonner les plus grandes idées de l'émission 2. Pour que, comme toutes ces capsules sont construites en processus, justement, c'était très important que le contenu de cette émission 2 existe quelque part. Et voilà, c'est ce qu'on va rattraper maintenant, donc avec les idées principales. Alors, pour revenir très brièvement à l'émission 1, les thématiques qu'on avait abordées, donc c'était vraiment la redéfinition, c'est quoi l'art en fait, qu'est-ce qu'on appelle thérapie, tous ces termes tellement galvaudés, et finalement qu'est-ce qu'on met derrière comme notion. Et on avait remis en question beaucoup de ces définitions, disons, communément acquises, et puis de toutes les croyances en fait qu'il y a derrière très souvent, notamment aussi par rapport à la créativité, etc. Donc pour résumer en quelques phrases, eh bien on avait dit notamment dans le rapport entre la créativité artistique et la thérapie, la dimension thérapeutique, et bien que ces deux termes sont très liés en fait et que ils appartiennent pas tellement à des catégories vraiment dissociables, mais qu'il y a énormément de points communs entre les deux et c'est justement ces ponts-là qui nous intéressent. Donc toute activité artistique et créative a une dimension thérapeutique en soi, aussi bien que l'essence de l'art est d'être anormal, atypique, hein, aussi bien que la thérapie, enfin que ce qui nous amène en thérapie, on va dire cet état d'anormalité qu'on appelle maladie, même si c'est péjoratif, l'essence de l'art contient vraiment cette dimension-là, puisque le propre de l'art est d'être en dehors de cette norme et d'être quelque chose de différent qui vient interpeller, au même titre euh, voilà, que quelque chose qu'on verrait comme un dysfonctionnement dans nos sociétés normatives. Donc il y a énormément de liens entre l'art et la thérapie. Et finalement, ça nous amène à dépasser l'idée de dualité, hein. Donc, quand on sort les notions, les concepts de leur catégorie, eh bien, on sort de la dualité, on se rend compte qu'ils sont liés quelque part, on se rend compte qu'ils se complètent plus qu'ils ne se différencient. Et c'est vraiment le cas pour les notions d'art et de thérapie. Donc on a vu aussi dans l'émission 1 que l'art appartient résolument au domaine que j'appelle de la perturbation, c'est-à-dire de toute forme de déviance, hein, aussi bénéfique soit-elle.
Donc, c'est vraiment pas dans un sens péjoratif qu'on parle ici de perturbation ou de déviance. Voilà, c'est tout ce qui vient en fait bousculer les normes, sortir du cadre, remettre en question. Hein. C'est cette forme de déviance et de perturbation auquel appartient l'art. On avait aussi donné une définition de l'art-thérapie qui nous plaisait beaucoup. Donc, cette phrase est de Jean-Pierre Klein, hein, qui est un grand pionnier de l'art-thérapie en France. Et il nous disait que dans son livre, il écrit l'art-thérapie, c'est la nécessité de la matière pour traiter de soi. Donc ça, c'est une très belle définition, je pense, cette présence de la matière. L'art-thérapie, c'est avant tout un rapport à la matière. Pourquoi? Bah, pour traiter du soi, en fait, de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Évidemment, Et j'aimerais compléter aussi, il dit, en y mêlant son souffle créateur pour redonner vie. oui, effectivement, c'est Vraiment, la suite de cette c'est phrase. vraiment le sujet de nos capsules. Très, très parlant. En y mêlant son souffle créateur pour se redonner vie. Donc, il y a la question de redevenir vivant par la matière. Tout à fait, Et, par la matière. voilà. Et bien sûr, la définition de l'art-thérapie, c'est aussi une libération, c'est aussi une reprise du pouvoir, c'est aussi toutes ces notions-là qui vont venir et qu'on va développer aussi par la suite. Et puis, on avait fini cette première émission par dire que le rôle de l'art, finalement, c'était de réunifier, de retrouver une réunification première, une unité première qu'on a perdue dans ce monde qui catégorise, qui sépare, qui divise. Et en fait, le rôle premier de l'art, finalement, est-ce que ça ne serait pas de nous réunifier, de retrouver cette unité en nous? Puisque l'art est hors norme par essence, il est au-delà du langage, et finalement, il vient réconcilier l'humain avec lui-même, en étant non-verbal, en dépassant les mots. Donc, on avait un petit peu élucidé toutes ces idées-là à la fin de la première émission, et c'est sur ça qu'on va rebondir maintenant, notamment à travers le potentiel créateur. Là, cette émission est dédiée au potentiel créateur. Qu'est-ce que c'est? À quoi il fait appel? Comment on le trouve? C'est quoi, en fait, ce qu'on appelle notre fameux potentiel créateur qu'on a tous? Voilà, donc on va repartir sur cette question-là. Oui, j'aimerais peut-être effectivement juste reprendre dans ce que tu as dit deux Oui, choses qui m'ont semblé essentielles et qui émanaient aussi des réactions que nous avions eues des internautes à la première émission. oui, D'abord sur le rôle de l'art, Houtin avait dit effectivement que donc l'art est un dépassement transcendantal et que le rôle de l'art, c'est de jeter des ponts au-delà des frontières. Hein. Ça, c'est une chose que je trouvais intéressante aussi et qui était formulée d'autrement, mais qui était tout à fait juste. Et il y avait aussi une notion que nous avions abordée, la notion de l'artiste, parce que finalement, on va retrouver cette notion d'artiste aujourd'hui dans la discussion sur le potentiel créateur. oui, L'artiste est souvent vu effectivement comme quelqu'un, comme le génie, surtout à partir du 19e siècle. On a vraiment fait de l'artiste quelque chose de particulier, un petit peu l'égal d'un dieu, celui qui a un talent absolument fou et qui est vraiment supérieur aux autres. Et en fait, l'idée effectivement de l'artiste qui est redescendu, je dirais, à un rôle beaucoup plus humain, hein, et celui qui traverse un processus créateur et qui a un talent artistique, qui a aussi une technique qui lui permet d'arriver à une œuvre artistique. Et la différence de l'artiste avec l'art thérapeute, c'est qu'en art thérapie, le créateur traverse le processus et il en prend conscience. Hein. Voilà, donc ça, je pense que c'est important. Et Eric avait dit, l'un soigne l'autre et l'autre se soigne sans le savoir. Et je pense que si oui. vraiment résumé autrement, c'est tout à fait ça. Voilà, Ouais, donc ça me c'est semblait vraiment tout à important, fait ça. oui, ça me semble important qu'on reprenne ces notions. Tout à fait. Oui, donc en effet, l'artiste du 19e siècle, enfin, l'image de l'artiste a beaucoup changé. Et pour revenir à ce que disait, à ce que nous a dit Joseph Beuys, hein, ce précurseur de l'art de la performance, je ne sais pas si je l'avais évoqué pendant l'émission 1, mais la fameuse phrase tellement controversée, tout le monde est un artiste, c'est tout à fait dans ce sens-là, c'est que tout le monde a un potentiel créateur à transmuter. Et tout le monde n'a pas forcément le talent artistique, mais tout le monde est un artiste au sens tout le monde a ce potentiel. Donc c'est vraiment de ça dont il parlait et de ça dont on parle aussi ici dans un cadre art thérapeutique, c'est tout à fait le cas, où tout le monde a un potentiel créateur à activer, à réactiver. Et c'est en ça où on est tous artistes, on a tous ce pouvoir-là en nous. Alors la question se pose effectivement, ce moteur de la créativité, où se trouve-t-il? Voilà, donc pour rentrer dans le vif du sujet, le potentiel créateur, ce moteur de la créativité, où se trouve-t-il? Effectivement, il se trouve dans plusieurs endroits à l'intérieur de nous. Alors déjà, je pense personnellement que le potentiel créateur a énormément à voir avec notre capacité à déconstruire. Je pense que la créativité est une histoire de déconstruction. Alors déconstruction de quoi? Eh bien,
des habitudes acquises, des conditionnements, des croyances, des choses sur lesquelles on repose, mais qui quelque part nous limitent et nous bloquent, même si elles nous donnent de la sécurité. Et c'est avant tout cet art de la déconstruction qui va nous emmener euh, vers des terrains qui sont moins connus, mais qui sont beaucoup plus propices à notre créativité profonde. Donc, c'est vraiment oser se mettre en action, oser reconnaître qu'on a les ressources pour faire autrement et donc oser franchir les repères qu'on a déjà, voilà, les croyances, les conditionnements, les habitudes, tout simplement, hein. On est plein d'habitudes et on pense qu'elles sont bonnes et que c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Mais si on reste tout le temps dans ces chemins-là, eh bien, on s'approchera jamais de notre créativité. Enfin, on n'arrivera jamais à se connecter à cette créativité. La créativité nous demande de déconstruire ça et d'aller voir ailleurs quelque part. Il y a vraiment cette dimension-là d'aller vers l'inconnu, de sortir de sa zone de confort, de prendre des risques. C'est quelque chose effectivement qu'on a perdu. Bien sûr, on n'est pas du tout éduqué pour ça et puis la société ne nous y incite pas, évidemment. Parce que Euh, lorsque nous sommes enfants, nous y allons, hein. On est vraiment au pays de Lausanne, on n'a absolument aucune idée de ce qu'un artiste, si on est un artiste, on n'est pas un artiste, hein. On y va tout simplement parce qu'on ne se pose pas ce genre de questions. C'est donc finalement Complètement. c'est donc notre mental qui nous impose des cloisonnements et des restrictions. Bien Et sûr. c'est nous qui nous les mettons. Bien sûr, et puis conditionné par les peurs qui grandissent avec nous, hein, parce que l'enfant est beaucoup moins conditionné par tout ça, il a un rapport beaucoup plus spontané à l'exploration, à toute forme d'exploration, à toute forme de risque. Voilà, enfin, les enfants sont les plus grands artistes parce qu'ils sont ils sont connectés à cette unité première, justement. C'est avant qu'on se divise et qu'on commence à penser en catégories et qu'on commence à créer des peurs aussi à travers ça. Enfin, il y a tout un processus comme ça qui nous enferme tout au long de la vie. Mais en tout cas, le sens du risque, le besoin de retrouver cette exploration de l'inconnu, d'oser, comme tu dis très bien, Annie, ce pays de Lausanne, c'est tout à fait ça. La créativité n'est rien d'autre que ça. Oser s'aventurer à l'intérieur de soi, voilà, faire face à tous ces sentiments d'insécurité et d'inconfort qui vont venir nous rencontrer pour sortir des normes, oser sortir des cadres qu'on nous impose et qu'on s'impose soi-même, affronter l'inconnu, s'éloigner de ses repères, etc. Tout ça sont des notions essentiel quant au moteur justement de cette créativité. Pour reconnecter avec cette créativité, pour retrouver ce moteur-là, il faut aller vers ces zones-là. Il faut déjà en prendre conscience et puis s'ouvrir à ça. Je pense que ça, c'est un point essentiel. Donc c'est quelque part se mettre de nouveau à nu. Complètement, bien sûr. Et lorsqu'on est finalement dans des ateliers comme ceux que tu proposes, on se met à nu vis-à-vis de soi-même, on se met à nu aussi vis-à-vis des autres. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc le Dans un regard cadre. des autres, le regard des autres est là aussi. Est-ce que cela, effectivement, comment dirais-je, ne met pas de restriction à ce moteur précisément? Ben oui, c'est sûr que c'est pas toujours facile. Alors, dans un cadre art thérapeutique, c'est prévu au sens, c'est un cadre sécurisé. La personne est en séance individuelle, généralement, avec évidemment la bienveillance d'un thérapeute qui connaît tout ça et qui est là pour sécuriser cette mise à nu, hein, comme tu dis. Donc, voilà, c'est un peu le propre de l'art-thérapie de créer ce cadre-là pour que la personne puisse reconnecter avec son potentiel créateur en se mettant à nu, en affrontant des choses qui lui font peut-être peur, mais vers lesquelles on va l'inciter à aller dans la bienveillance, dans la sécurité, pour qu'elle puisse se reconnecter à ça. Maintenant, des séances en groupe, évidemment, c'est un peu la même chose, au sens le cadre sécurisé est toujours très très important. Mais effectivement, cette mise à nu se fait pas seulement devant le thérapeute ou devant la personne qui encadre l'atelier, mais aussi devant d'autres participants. Donc ça, c'est toute une confiance de groupe à construire et voilà, c'est un peu le challenge du travail en collectif. Ça peut être, oui, challenging parfois, mais ça peut être aussi, il y a aussi de très bons côtés à travailler en groupe. Ça peut être vraiment, on peut trouver dans le groupe vraiment un support, un soutien collectif, une confiance qui se construit, qui va être un point très fort. Mais bien sûr, toute personne qui veut se reconnecter à sa créativité profonde va se mettre à nu. Et donc, voilà, ça implique toutes ces choses-là, Donc, effectivement. la prise de risque, hein, la prise de Tout à fait. risque. Oui, oui. Je pense à propos de cette notion de collectif, il est important aussi de noter qu'effectivement le cadre sécurisant est important, de savoir aussi que dans un atelier collectif, tout le monde est à la même enseigne, hein, mais que par contre, il y a
dans un atelier collectif, par expérience aussi, je le sais, il y a une pulsion qui est là, il y a une énergie qui est là, une sorte de vortex qui est là et qui fait qu'on a absolument, on a le cadre qui est là et qui permet de déposer et l'expérience des autres vient enrichir la nôtre. Donc ça, je pense que c'est quelque chose, c'est très important à noter, c'est qu'on arrive vraiment, les autres sont aussi un moteur de créativité pour nous. Absolument. Si on arrive à s'affranchir de ces carcans, à se mettre à nu et à oser, à lâcher toutes les peurs qu'on peut avoir, justement, comme tu disais tout à l'heure, sur le regard extérieur, sur le jugement extérieur, sur le fait d'être valorisé ou pas de l'extérieur, si on arrive à lâcher sur tout ça, eh bien, effectivement, le groupe devient une réelle richesse où tout entre en résonance, en fait. On est vraiment dans l'histoire du microcosme et macrocosme en groupe, donc ça peut être très, très, très bénéfique et porteur, il y a beaucoup d'échos et de résonances qui se créent et d'effets miroirs et de choses où on apprend les uns des autres et on se fait grandir l'un et l'autre en se, voilà, en se reflétant dans des processus qui en fait sont très individuels mais en même temps qui ont quelque chose d'immensément commun sur un plan collectif. Tout Et à ça, fait. c'est très, très intéressant, une fois qu'on a lâché les premières peurs, d'utiliser cette énergie du collectif qui est incroyable. Ça rejoint un petit peu cette dimension d'inconscient collectif de Jung, hein, c'est tout à fait Tout à ça. fait. Tout Mais à fait. oui, c'est vraiment intéressant ça, tout à fait dans ce travail en collectif. Je pense aussi que à côté de tout ce que tu as nommé, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est accepter cette capacité à faire mal, à échouer, à faire des fautes, hein, à pouvoir revenir sur quelque chose et à pouvoir aller au-delà, hein. Ça, je pense que c'est des choses qui sont vraiment éminemment importantes. Oui, donc effectivement, ça fait vraiment partie de ce moteur de la créativité, mais ça fait aussi partie de ce que j'ai dit avant, de déconstruire des conditionnements Oui, dont l'un d'eux serait, par exemple, il ne faut pas faire d'erreur, c'est pas bien, on va être puni, etc. Donc quand on sort de ce conditionnement-là, c'est un changement de regard vraiment. ne pas dépasser le trait de ce qu'on est enfant, hein. Tu restes bien effectivement dans le lorsqu'on a du Ah, bien coloriage. sûr, ouais, ouais, Ouais. ouais. Et qu'un enfant, effectivement, oh, c'est bien, tu n'as pas dépassé le trait. Voilà, ne pas dépasser le trait, ne pas dépasser le cadre, ne pas faire de tâches. On va y venir tout à l'heure avec quelques Oui, exemples en visuel. Mais en tous les cas, tout ça, ça fait partie de déconstruire des croyances qu'on nous a bien inculquées dans le milieu scolaire, notamment, on en parlera aussi. Mais en tous les cas, oser porter un autre regard sur nos erreurs, nos échecs, sur le fait qu'on s'est trompé, ou qu'on a mal fait quelque chose. Oser changer ce regard, cette perspective pour le voir au contraire comme un tremplin, comme une chance à saisir au vol, une chance à explorer, en tous les cas une opportunité magnifique pour la créativité, puisque c'est vraiment ça. La créativité s'exprime à travers nos échecs, à travers nos erreurs, à travers les choses qu'on n'a pas voulu faire, à travers nos actes manqués. Donc quand on arrive à porter cet autre regard sur ces erreurs-là et à y voir justement le côté lumineux, eh bien là aussi c'est un moteur de création, c'est un moteur de créativité qui va nous reconnecter avec notre potentiel. Mais ça demande oser à nouveau, oser changer ce regard-là, qui n'est pas facile du tout. Évidemment, après tant d'années de conditionnement, de renforcement dans ce genre de croyances, de peurs, de jugements, c'est pas forcément évident. Donc ça demande un certain chemin. Mais voilà, le moteur de la créativité se trouve là aussi. exactement. Par exemple, devant une tâche, eh bien, une tâche qu'on n'a pas voulu, se demander pourquoi est-ce que cette tâche est arrivée là, précisément à ce moment, et qu'est-ce qu'elle peut nous dire, hein. Et si ces questions ne sont pas posées, on pourra continuer son chemin, mais si ces questions sont posées et qu'elles sont véritablement affrontées, alors à ce moment-là, on peut aller vraiment vers autre chose. Tout à fait. Et là, il y a vraiment des choses qui changent. Il y a vraiment des choses qui changent intérieurement, extérieurement pour la personne. Il y a vraiment tout changement de perspective et ouvre des nouveaux mondes réellement. Que ça soit un changement de regard sur quelque chose qui se passe, une tâche qu'on a faite ou quoi, que ça soit un changement de regard sur l'image ou un retournement des choses. C'est vraiment des déclics qui se produisent dans la conscience qui sont très puissants. Tout à fait. Mais je crois que tu as des exemples, tu avais prévu aussi des exemples pour nous montrer un peu, oui. Voilà, alors on va vous montrer un petit peu en images des images qui illustrent un peu nos propos, mais qui sont pas, qui restent d'un ordre assez expérimental. Disons, c'est plus des images inspiratrices pour accompagner tout ce qu'on vous dit. C'est pas tellement, C'est pas voilà, des images beaux, de l'esthétique, voilà, tout à fait. tout C'est plus simplement dans de les sens, des images qui vont venir dans les sens, parler de ce qu'on vous dit. Alors, donc cette première image, il y a une petite série quand on parlait de
sortir de sa zone de confort, c'est littéralement lâcher prise sur le connu. Tout ce qui concerne les travaux en aveugle, hein, des créations de dessins dans le senti, donc en aveugle, sans pouvoir regarder ce qu'on fait, est une première étape vers ça, évidemment, puisque les yeux sont notre plus grand organe du contrôle, hein, qu'on a. Du coup, quand on lâche prise sur l'organe visuel et qu'on est seulement dans le corps et dans le ressenti, eh bien, on va déjà vraiment vers cette zone à risque. En fait, on va explorer un terrain inconnu, enfin, beaucoup moins connu en tous les cas. Et c'est un premier pas, enfin, c'est un exemple de premier pas vers le fait de voilà, sortir des normes, aller vers l'inconnu, s'aventurer vers quelque chose d'autre. Donc, c'est quelques images de dessins en aveugle sur grand format. Voilà, où le corps est engagé d'une manière beaucoup plus active et où les personnes vont s'aventurer vraiment en dehors de leur zone de confort, c'est le cas de le dire. Oui, tout à fait. Donc voilà. Et puis ce travail sur les tâches, hein, on a parlé des tâches, des erreurs comme des nouveaux tremplins vers des solutions nouvelles. Tout ce qui est échec, erreur sont des tremplins vers des solutions nouvelles. Donc quelques petits exemples d'exercices qui sont faits à partir de la tâche. Alors ça, c'est une artiste d'art brut. Un dessin que je trouve très très intéressant où la tâche s'est mélangée à l'écriture. C'est littéralement une tâche qui s'est mise à parler, qui s'est transformée en prolifération de mots. Oui, elle est intéressante cette tâche. Ouais. En plus, un volume en troisième dimension qui est vraiment impressionnant. Hein. Ça met bien en exergue tout ce que peut contenir une tâche, justement, tout ce dans quoi elle peut se traduire. Encore un autre exemple de tâches, de traces, de choses involontaires parfois même, hein, et qui révèlent vraiment un potentiel créateur. Donc quand on arrive à le voir comme ça, déjà c'est un changement. Alors ici, voilà, on a parlé de déconstruction, hein, la créativité. Le moteur de la créativité, c'est avant tout le pouvoir de déconstruire. Donc voilà un exemple, déconstruire, fragmenter. Déchirer, oser Oser déchirer, oser mettre en morceaux pour se redonner la chance de transmuter quelque chose, de reconstruire quelque chose de nouveau. Donc voilà un exemple de très difficile. Hein. Bien sûr, puisque ça demande de se confronter vraiment au conditionnement, aux règles, lois qu'on nous a inculquées depuis notre plus tendre enfance. Donc évidemment que c'est très difficile intérieurement pour la psyché de franchir ce pas. Mais ô combien déclencheur sur le plan de la créativité, parce que quand la personne a franchi ce pas, qu'elle s'est fait cette petite violence en elle-même, il y a des mondes qui s'ouvrent vraiment, on se sent intérieurement complètement différent, on s'est autorisé et c'est vraiment, pendant les séances, on le sent vraiment ce qui se passe chez les personnes à ce moment-là. D'un seul coup, il y a un bien-être, il y a une libération de quelque chose parce qu'on a osé faire ce pas-là, s'autoriser à déchirer quelque chose ou à faire quelque chose qu'on croyait interdit. Et alors, ce qui est intéressant, c'est lorsque on va encore un petit peu plus loin, comme dans cet exemple, que c'est une œuvre collective. Donc là, c'est une œuvre qui a été reconstruite à partir des fragments qui ont été faits, et on en refait quelque chose qui est tout à fait de nouveau, complètement différent. Donc effectivement, c'était un processus collectif, un dessin collectif, déchirement, déconstruction collective et reconstruction collective dans un dessin qui est complètement différent, enfin une œuvre qui nous transmet une toute autre énergie, qui est issue de cette reconstruction et qui va en fait beaucoup plus loin que le dessin départ. Ouais, c'est vraiment un développement en processus. Donc ça, c'était une... C'est vraiment l'apport du collectif aussi, puisque c'est déchirer son œuvre, mais c'est aussi prendre le risque de déchirer celui des autres. Donc c'est s'autoriser le fait d'aller dans le domaine qui est réservé à l'autre. Eh bien oui, on en revient à un processus collectif. Il y a un accord de départ et on sait qu'on respecte effectivement l'autre, que ce n'est pas la personne qu'on déchire, mais que c'est ce qui a été fait pour un moment précis. Voilà, pour donner un potentiel de reconstruction, de renouveau, et ça se fait aussi en collectif. Et comme tu le dis, Annie, ça implique évidemment d'autres paramètres que quand c'est seulement en individuel, bien sûr, puisqu'il y a les autres, il y a l'image des autres, il y a le fait de déchirer aussi ce que tout le monde a fait, en fait. Mais dans le collectif, on retrouve vraiment cette idée de l'unité aussi. Hein. Donc, dans les travaux en collectif, évidemment, il faut prendre distance de son individualité au sens de son ego, de choses comme ça. On devient un dans le groupe. Donc, c'est ça aussi qu'on explore dans les travaux en collectif. Et cette dimension-là est bien sûr très importante et très porteuse. Mais c'est aussi un challenge.
Moi, j'ai une question à te poser maintenant. Donc, ce moteur de la créativité, on a vu où il était, mais finalement, pourquoi l'avons-nous si souvent perdu? Eh bien oui, oui, Qu'est-ce bien qui sûr. Pourquoi? qu'est-ce qui fait que c'est vraiment comme un paradis perdu? Hmm. Oui, pourquoi on est tellement sur cette planète à vouloir enfin à le rechercher en tous les cas, à vouloir Exactement. se reconnecter, surtout en tant qu'adulte. Euh, oui, alors, euh, Je pense qu'il y a plusieurs choses hein, qu'on il y pourrait a noter. plusieurs choses, oui, il y a plusieurs raisons. Une des raisons principales, comme je l'ai déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est vraiment le système dans lequel on évolue, et notamment le système scolaire et éducatif. C'est vraiment un système qui nous a beaucoup coupé en fait de notre potentiel créatif et créateur. Tout simplement parce que c'est un système, à commencer par l'école et puis ensuite tout ce qui va suivre, hein, le monde professionnel, les études, le milieu professionnel, etc., et le système social en général dans le système de notre société. En fait, c'est un système entier qui est basé sur un seul mode de pensée, qui est la logique, l'analytique. Et la créativité ne fait pas partie de ce mode de pensée-là. Donc plus on va nous ancrer dans ce mode de pensée, nous formater, hein, entre guillemets, mais c'est réellement ça, moins on va être capable d'être créatif, de trouver qui on est en tant qu'être créateur. Plus on va se déconnecter de ce potentiel créateur, et à un certain moment de la vie, on arrive tellement loin dans cette déconnexion que souvent on a des signes de ça, hein, tout ce qui est burn-out, de crise de vie, etc., où on se remet en cause parce qu'on s'est complètement perdu en fait dans des schémas, dans des modes de fonctionnement qui ne sont pas les nôtres. Notre corps nous donne des signes parfois vraiment extrêmes pour nous rappeler qu'on ne vient pas de là, en fait, et qu'il est temps de se reconnecter à un mode de pensée qui est beaucoup plus analogique, hein, contrairement à la pensée logique. La pensée analogique, la pensée basée sur le symbolisme, sur l'image, sur un tout autre mode de fonctionnement. Donc, si vous voulez, ça peut vous aider à comprendre. On a ce mode de pensée horizontal et linéaire, qui est la pensée analytique, logique, rationnelle, et puis ce mode de pensée en arborescence, qui est le mode de pensée de l'art, en fait. C'est la pensée analogique, c'est le monde symbolique, c'est un mode de lecture qui est complètement différent de la pensée rationnelle. Et bon, voilà, c'est vraiment une première explication selon moi. On a vraiment été conditionné dans un système qui nous amène à être performant, à aller toujours plus vite, à ne faire aucune erreur, à rechercher la bonne réponse dans tous les cas, hein. Donc vraiment, ça commence au CP, chercher la bonne réponse, le vrai, le faux. C'est une cours préparatoire. Hein. C'est ça, oui, oui, ça commence vraiment, mais les très très jeunes, dès que l'enfant entre dans un système scolaire, généralement, et c'est pas tous les systèmes heureusement, mais disons que c'est la majorité, surtout en France où c'est assez catastrophique. Il y a d'autres pays comme la Finlande et l'Allemagne qui ont développé des systèmes parallèles qui sont évidemment beaucoup plus conscients de cette créativité et qui l'ont plus mis en valeur pour reprendre les idées de Montessori, de Steiner, etc. Malheureusement, c'est vraiment pas des systèmes majoritaires. Le système scolaire en général va formater tout de suite un enfant dans le fait de trouver la bonne réponse, d'être dans le juste, dans le faux, d'être performant, d'être le meilleur, de penser d'une manière rationnelle. On ne laisse aucune place à la créativité. Il y a une survalorisation de ce mode de pensée logique. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très contre-productif pour tout ce qui va être des approches créatives, de développer son potentiel créateur. Savoir utiliser, savoir utiliser le rêve. Hein. Alors, on dit souvent d'un enfant, oh, il est encore en train de rêver, revient à la réalité et s'autoriser à pouvoir rêver, à travailler par image, à travailler par association, Bien c'est sûr, tellement bien essentiel. sûr. Développer l'imaginaire, s'autoriser à rêver, absolument. La vie n'est pas quelque chose qui trouve des réponses mathématiques. Notre côté logique et analytique est très important. Il nous sert pour beaucoup de choses, mais pour notre créativité, il est inutile. Il nous bloque. Effectivement, notre créativité demande cette connexion à ce mode en arborescence, à l'imaginaire, au symbolique, au non-verbal, à la rêverie, bien sûr, à nos fantaisies, à tout ça. Et on n'est pas du tout amené à développer ça, en fait, dans les systèmes dans lesquels nous évoluons. Et on sait que nos ressentis sont tous sauf linéaires. Bah, bien sûr, bien sûr. Des émotions suivent des voies qui nous sont tout à fait, qui nous surprennent parfois. Se laisser surprendre est quelque chose de très important aussi. Absolument, absolument. De Donc, prendre voilà, c'est tout à fait ça, se laisser surprendre à nouveau parce qu'on est véritablement et, euh, et s'autoriser à nouveau à arriver à se reconnecter avec l'imaginaire, même si c'est absolument pas en adéquation avec
les systèmes et les conditionnements qu'on veut nous inculquer. Donc apprendre à revaloriser ça, redonner de la place à ça. Et c'est aussi des passages entre l'intérieur et l'extérieur, c'est aussi des passages entre le conscient et l'inconscient, c'est aussi l'exploration de tout ça, revaloriser l'imaginaire, hein, entre le rationnel, l'affectif, le mobile, l'immobile, c'est à nouveau rentrer dans ces autres champs de notre être. Oui, Et c'est explorer aussi, explorer les deux facettes d'une même chose. Hein. bien sûr, on y revient et on y reviendra encore au fil de ces émissions entre la dualité et l'unité. C'est toujours la même histoire. Finalement, rien n'est dans la dualité. On est tous dans l'unité. Seulement, c'est des facettes d'une même chose qui viennent se compléter. Et il est temps de retrouver ce regard-là, cette vision-là, pour se reconnecter aussi à cette créativité originelle. L'autoriser, oui, tout à fait. Voilà. Et Donc, peut-être qu'on a si souvent perdu, c'est notamment pour ces raisons-là. Oui, tout à fait, tout à fait. Et nous sommes d'ailleurs les propres. Je veux dire, on n'a pas à reporter la faute sur les autres. Hein. Oh, bien sûr. Nous sommes nous sommes nos propres censeurs hein, de nos propres émotions et Bien on voit sûr. ça dans les exercices qui sont donnés. Lorsqu'on est en groupe, certaines personnes qui au départ disent mais non, c'est vraiment pas beau ce que j'ai fait ou ce n'est vraiment pas bon. Hein. Ouais, De valeur. Hein. bien sûr. Oui, 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 ça se voit immédiatement dans des séances de créativité ou d'art-thérapie, à quel point ces conditionnements sont tellement présents, sont tellement à la surface de toutes nos réactions, c'est assez incroyable parce que même sans s'en rendre compte, on porte des auto-jugements en permanence sur les images qu'on fait, sur le regard des autres, sur son propre regard avant tout. Et le fait de pointer ça et de le faire remarquer à la personne et de montrer que ben, ça peut être vu complètement autrement et que ça soit aussi validé par le groupe, en fait, autant ces conditionnements peuvent être ancrés, profonds et paraissent indéconstructibles, autant dans les moments comme ça, on se rend compte parfois qu'il suffit d'un déclic pour que la personne change complètement, en fait, d'un seul coup, le regard qu'elle porte sur tout ça. Oui, Et c'est c'est vraiment. Hein. tellement salvateur, tellement important. Mais il faut savoir pointer les choses au bon moment et lui dire, mais regarde, tu peux aussi le voir différemment et c'est OK. Et à partir de là, la personne commence vraiment à rentrer dans un processus de changement. Tout à fait. Qu'elle peut s'approprier si elle le désire. Hein. Voilà, évidemment, évidemment, c'est vous tous, c'est nous tous qui nous autorisons à la base de rentrer dans un tel processus et dans un tel changement de regard ou non. Ça, on est maître de nos vies et c'est à nous de décider en premier lieu vers où on veut aller, bien sûr. On ne peut pas le faire à la place de quelqu'un d'autre en tous les cas. Non, non, non. Et puis on garde dans tous ces processus, on garde toujours son libre arbitre aussi. Hein. Bien sûr. Il n'y a pas de doute. Est-ce qu'éventuellement tu pourrais, enfin je veux dire, on ne va pas classifier, mais est-ce qu'éventuellement tu pourrais aussi signaler quelles sont les situations particulières ou bien les émotions sources à l'origine de cette créativité? Parce que je pense que ça va donner aussi une idée un petit peu de là où on peut aller puiser hein, pour la créativité, que ce soit dans les exercices de créativité, mais aussi dans la vie de tous les jours, Bien sûr. dans la vie professionnelle aussi. Oui, oui, oui. Alors, quelle est la source de ces processus créateurs? D'où ça vient? Avec quoi on crée? Avec quoi on se reconnecte hein, à ce fameux potentiel créateur? Euh, En termes de source, moi, j'identifierais en premier lieu tout ce qui nous relie à ce qu'on peut associer à des failles. euh, à des choses que notre mental va analyser comme comme des drames, comme des malheurs, comme des traumatismes, mais en tous les cas qui, à nouveau, avec ce changement de regard qu'on peut porter dessus, qui sont en fait nos plus grandes ressources, qui sont en fait des lumières, quand on arrive à les voir de cette façon-là. Et ça va être une source d'inspiration créative, je pense, ça va être quelque chose qui va nous aider à nous reconnecter avec ce vrai potentiel créateur. Donc, le domaine de la souffrance au sens large, si on le voit comme des signaux qui nous sont donnés pour qu'on s'éveille, pour qu'on change de chemin, pour qu'on se reconnecte à qui on est vraiment, eh bien, ça peut être des forces et des énergies qu'on peut vraiment utiliser pour se reconnecter à ce potentiel créateur. Donc, la souffrance est avant tout un moyen d'évolution. Sauf que rarement l'être humain le voit comme ça. Il le voit comme une fatalité, une tare, une punition ou je ne sais quoi. Et donc, on s'enferme et on se victimise. Mais en fait, si on arrive à avoir cette souffrance comme finalement, oui, ça nous donne du fil à retordre et c'est dur, mais c'est un moyen d'évolution, eh bien, on y porte une autre lumière. Et cette lumière-là va nous servir pour nourrir notre créativité. Donc, je pense qu'en termes de source, je citerai ça en premier lieu. Je sais pas, toi, Annie, ce que tu en penses. Écoute, moi je pense, ça bien sûr, je pense que
oser les affronter, hein, c'est dans la suite de ce C'est qu'on ça. disait, oser les affronter vont être effectivement des sources de créativité, les échecs, les failles, les drames, les traumatismes. D'un autre côté aussi, je pense que la souffrance, on a souvent dit effectivement que l'artiste, pour pouvoir créer, avait besoin de souffrir. Moi, je pense qu'il y a aussi là-dedans une idée déjà aussi qui me semble déjà sclérosée, hein, parce que la joie, hein, reprenons les enfants, l'exemple des enfants, les enfants sont des créateurs et il y a bien sûr souvent de la souffrance que l'on peut explorer lorsqu'on fait des séances de thérapie. Par exemple, dans une thérapie aussi, on utilise le dessin, mais les enfants, a priori, se nourrissent d'autre chose, ils se nourrissent de la joie. Oui. La créativité, leur moteur de créativité, c'est d'abord la joie. Ils représentent quelque chose et tu les vois, ils ont vraiment, quand ils sont de bonne humeur, ils ont vraiment envie de créer, que ça soit dans le jeu, que ça soit lorsque tu leur mets de la pâte à modeler, lorsque tu leur mets autre chose. Et ça, c'est quelque chose que souvent nous avons un petit peu oublié. On a tendance à, et on voit ça aussi dans les tendances de l'art actuel, souvent il y a une autoflagellation, il y a parce qu'on a effectivement beaucoup travaillé aussi sur la psyché, sur les mécanismes de psyché de l'individu. On utilise effectivement la souffrance, mais il n'y a pas que la souffrance, il y a la joie. Moi, Oui. je vois que nous avons fait aussi ensemble des exercices en commun où on a eu beaucoup de plaisir, hein, beaucoup de plaisir. On a utilisé la joie comme moteur pour créer quelque chose de nouveau. Oui, bien sûr. Mais c'est vraiment là où on en revient à ces histoires de polarité et de réunification à nouveau, hein, comme quoi tout nous mène à ça, c'est intéressant. Évidemment que la plus grande souffrance et la plus grande joie, finalement, c'est pas des choses si différentes que ça appartient à la même chose. C'est, c'est, La même énergie, hein. c'est la même énergie, tout à fait. Donc, bien sûr que la créativité, la création, c'est aussi l'expression de la joie la plus profonde, la joie première, qui est la joie d'être en vie, qui est la joie de la vie, qui est la joie de vivre, d'être vivant. Oser créer, l'acte de créer même est une expression pure de la vie. Et ça, on le retrouve dans tous les... C'est ancestral, c'est depuis la nuit des temps où les premiers hommes déjà qui créaient, qui dessinaient dans les grottes, c'était l'expression du fait qu'ils étaient vivants. Et donc cette joie profonde d'être en vie est évidemment inhérente à tout acte créateur. Maintenant, elle n'est pas tellement dissociable que ça de la souffrance qui fait aussi partie de la vie et qui est aussi un moteur de création quand on sait l'utiliser. Donc c'est vraiment comme deux facettes d'une même chose et que le dépassement d'une souffrance, aussi profonde soit-elle, nous mène à une joie incommensurable. Donc, et puis ça circule et par vagues et entre joie et souffrance, et il y a quelque chose de complémentaire aussi. Je pense vraiment qu'il n'y a pas de joie sans souffrance et inversement. Donc, comme tu l'as très bien souligné, Annie, je ne dis pas du tout que l'artiste doit souffrir pour créer, que la personne doit souffrir pour créer, mais en tous les cas, il doit être capable d'utiliser cette souffrance, de détourner cette force noire de la souffrance pour la transformer et que ça devienne une joie, justement, que cette transformation même, que ce dépassement même devienne sa joie de vivre, devienne sa force. Ouais, Donc ouais. voilà, c'est intéressant de voir comment tout ça communique à nouveau entre souffrance et joie dans ces moteurs de créativité, dans ce potentiel créateur. Euh, mais effectivement, les enfants sont très connectés à cette joie de la création. Et c'est ça qu'on doit retrouver. Hein. Retrouver sa créativité, c'est retrouver son enfant intérieur. Ça, on le dit tout le temps aussi. C'est ce que disait Picasso aussi, hein. Bah oui, tout à fait. C'est ce que disaient aussi les artistes d'art brut et en particulier Jean Dubuffet, hein. Bien sûr, ils avaient bien compris tout ça, évidemment. Oui, alors effectivement, maintenant, on peut se dire, bon, mais comment peut-on, chacun à son propre niveau, même s'il ne participe pas à des ateliers créatifs, parce que souvent les ateliers d'art sont beaucoup plus tournés vers la technique, hein. Donc, on te demande effectivement, on te propose effectivement d'utiliser une technique pour représenter quelque chose. Et quand tu n'as même pas envie de représenter, parce que tu ne sais pas ce que tu vas pouvoir représenter, effectivement, ces ateliers sont difficiles pour retrouver ce pouvoir, hein. Ouais, Et bien tu as sûr. en tous les cas, par ton expérience, encore beaucoup plus que la mienne, pouvoir nous expliquer comment est-ce qu'on peut faire pour se libérer de ces jugements, de ces idées préconçues, des attentes esthétiques, des préjugés par rapport à nous-mêmes. Tu as sûrement des tas de choses à nous proposer. Oui, alors comme tu l'as très bien dit, Annie, les ateliers, vous allez apprendre des techniques artistiques, que ça soit académique ou autre, n'ont rien à voir, enfin à notre sens, du moins à mon sens, et je pense que tu partages cette idée, Annie, n'ont rien à voir avec une quelconque idée de créativité. On parle de deux choses totalement différentes. Parce qu'effectivement, ça arrive assez souvent des personnes qui viennent aux ateliers que j'anime et qui maîtrisent déjà une technique ou alors qui sont à l'académie et qui pensent qu'ils vont approfondir ça, mais pas du tout. Ils sont assez surpris à chaque fois que je les engage au contraire à déconstruire toutes
techniques-là et ces apprentissages, parce que sinon, pour moi, ils n'ont aucune chance de se reconnecter à cette créativité profonde. Et c'est généralement des personnes qui sortent d'un parcours assez académique et qui sont enfermés dans des techniques et ils croient que c'est bien. Et en fait, ils sont très malheureux avec leur créativité. Ils sont déconnectés d'eux-mêmes, en fait. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'il faut d'abord faire tout un détour de déconstruction pour se reconnecter à qui on est, pour ensuite éventuellement y rajouter des techniques selon son projet, selon ce qu'on a envie de faire ensuite, selon... voilà, c'est pas du tout que les techniques sont en antinomie avec ça, mais c'est juste pas du tout la même chose. Donc voilà, donc cette approche académique de l'art est tout sauf créative, c'est juste autre chose. Ce sont des outils techniques qui peuvent être utiles dans certains cas, mais qui nous aident absolument pas pour quelqu'un qui veut se reconnecter à sa créativité. Donc comment se libérer, ben, comme tu le demandes, Annie, de ces jugements, de ces idées préconçues? C'est sûr que c'est un grand et long chemin, puisque ces auto-jugements, ces jugements des autres, ces attentes esthétiques qui ont à voir avec le regard extérieur et la peur notamment d'être jugé négativement, etc., qui n'est pas conditionné par ça? Moi, personnellement, je connais personne, hein, moi et toi inclus. On est tous totalement conditionnés par ça, puisque notre société fonctionne là-dessus, et qu'on le veuille ou non, on est dans cette société, on en fait partie intégrante. Donc effectivement, comment à l'intérieur de soi retrouver cet espace-là, le faire grandir, le construire, et en collectif aussi? Eh bien moi, je pense que ça passe en premier lieu par le fait de retrouver le plaisir et la joie de créer, par ce simple fait de retrouver le plaisir du contact avec la matière, avec la couleur, avec le corps finalement, dans cette sorte de... Il y a quelque chose de très jouissif, de quelqu'un qui n'est pas connecté et qui d'un seul coup va manipuler de la matière, va ressentir le rouge dans ses mains, va sentir de la terre. Moi, j'ai vu ça maintes fois pendant les séances où la personne, elle redevient en une seconde comme un enfant. Il y a un plaisir vraiment sensoriel. En fait, la sensorialité de la matière est très importante pour reconnecter à ce plaisir-là. Donc, c'est très basique, c'est très simple, mais parfois assez compliqué de juste s'autoriser à retrouver ça. Et quand on s'est autorisé, mais c'est vraiment l'enfant qui Ouais. tu en as déjà été témoin, Annie, je pense. Oui, c'est très, très sensuel et effectivement, commencer peut-être aussi pour ceux qui ont peut-être qui écoutent et qui ont envie de se dire: «Tiens, c'est vrai, j'ai envie de me lancer». Un exercice tout simple que chacun peut faire à la maison, c'est prendre du papier et je ne sais pas si tu te souviens dans la première émission que nous avions faite, lorsque nous avions présenté effectivement la série de capsules, il y avait aussi une internaute qui nous avait dit que son père lui avait dit un jour: «Mais finalement, toi, tu fais rien de ta vie». Et elle s'était précipitée dans un magasin, avait acheté 4 pots de peinture et elle avait pris un plaisir immense à se jeter dans la peinture et à travailler. Bah voilà. Elle avait continué à travailler. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de très très simple. C'est parce qu'on retrouve un contact avec la Tout à matière, fait, tout à fait. avec du réel qui est là, avec du réel. Absolument. Et on passe effectivement, on passe sans s'en rendre compte du mental à quelque chose qui est nous, qui est vraiment ce que nous sommes, Absolument. avec nous, ce que nous apportons. Absolument, puisque se recontacter avec la matière, se reconnecter à la matière, c'est se reconnecter au corps tout simplement, c'est retrouver l'exploration tactile. Et c'est avant tout, comme tu viens de le dire, se reconnecter à son corps. Et donc, ça nous permet de lâcher ce mental un instant. La reconnexion avec la matière vous ramène au corps. C'est très, très, très important. Et c'est le premier déclic, aussi simple soit-il, pas aussi facile pour tous, mais c'est vraiment le tout premier déclic de libération des jugements, de libération des attentes esthétiques qui ne sont que des peurs mentales, qui ne sont que liées à des peurs du mental, que le mental a construit de manière bien élaborée. Donc ça, c'est la première chose. En deuxième, je dirais, il y a aussi cette notion qui va évidemment avec la reconnexion au plaisir tactile de la matière, cette notion de recréer, de se reconnecter à un espace de jeu. Les psychanalystes en ont beaucoup parlé, notamment Winnicott, hein, dans Jeu et réalité. L'art-thérapie, c'est vraiment recréer cet espace de jeu entre moi et l'autre, entre moi et l'image, recréer un espace de distance et de jeu où on va à nouveau s'approprier, se réapproprier sa tendance à oser, mais aussi à jouer du coup. Et là, on retrouve à nouveau l'enfant. L'enfant n'a aucun problème à créer des espaces de jeu partout. Il fait de sa réalité un jeu, de chaque occasion un jeu. Et ben, c'est aussi la créativité à avoir beaucoup avec ça, avec oser se retrouver cet espace de jeu, recréer cet espace de jeu. C'est un espace en fait sécurisé où on va
se réapproprier sa tendance à oser, à jouer sans être jugé, en lâchant les peurs sur le fait qu'on est regardé, qu'on est jugé. Donc cet espace de jeu est très très important dans la créativité. Quand on crée une image, on entre dans un espace de jeu avec soi-même, avec une situation, on se donne cette distance. Donc ça aussi, on voit ça pas seulement avec l'art, enfin avec l'art plastique, on voit ça par exemple aussi avec la musique. Hein. Moi, je vois par exemple mon petit-fils, quand il vient à la maison, il va sur le piano et il joue pendant un quart d'heure, une demi-heure, des notes qui n'ont absolument aucune suite, hein, mais il prend un plaisir absolument magnifique. Et là, il est dans un espace où il n'est pas jugé. On ne lui demande pas de jouer des gammes, on ne lui demande pas de remettre, de recréer quelque chose qu'il a déjà entendu. Tout simplement, il retrouver cet espace que l'on a lorsqu'on est enfant. C'est vraiment éminemment important. On n'a pas ça effectivement dans une école de dessin, on n'a pas ça dans une académie non plus. Comme pour les arts plastiques, il y a toujours des attentes qui sont formulées, mais vraiment se dire qu'on peut se créer, on rentre dans un espace où on fait fi de tout ce qui peut, effectivement, de tout ce qu'on a appris. C'est vraiment éminemment difficile, c'est très difficile, mais c'est tellement libérateur, et c'est libérateur pour toutes les décisions qu'on va prendre aussi dans la vie. Oui, absolument. Recréer cet espace de jeu avec des règles du jeu, avec une structure, avec un cadre hein, sécurisé, mais en tout cas qui nous permet de sortir à nouveau de ces zones du connu, de ces carcans, de ces règles qu'on s'impose, de ces peurs de jugement, de ces auto-jugements. Ça permet vraiment de sortir de ça et de s'autoriser. Alors, c'est vraiment aussi entrer en dialogue, créer cet espace de jeu, cette distance entre soi et soi. Eh bien, ça permet à nouveau une entrée en dialogue. Dialogue avec soi, dialogue avec l'image, avec tout ce qu'on y projette. Dialogue entre le corps et l'esprit, dialogue entre, oui, pourquoi pas le corps et le mental aussi. En tout cas, dans cet espace, on va pouvoir laisser des traces de notre création, on va pouvoir s'exprimer. Comme tu l'as très bien dit aussi, Annie, là, on parle, tout ce qu'on dit ici, c'est valable pour tout ce qu'on appelle les thérapies créatives, hein, pas seulement l'art-thérapie qui a pour médium les arts plastiques, tout ce qui est thérapie créative, que ce soit en musique, en danse, etc. C'est la même histoire, c'est créer un espace de jeu, c'est reconnecter à une matière, à un corps, c'est dans un moment présent. Donc tout ça, c'est très commun à toutes les thérapies créatives. Voilà. C'est essentiel de s'en souvenir et de se dire, je me crée, j'essaie de recréer, de me retrouver dans cette énergie originelle peut-être. Hein. Complètement, complètement. Redonner un sens, c'est un espace où on va retrouver la liberté, où on va reprendre le pouvoir finalement. Comment voulez-vous reprendre le pouvoir sur quoi que ce soit s'il n'y a jamais d'espace intermédiaire qui vous permet de voir les choses autrement et de pouvoir prendre vos propres décisions? C'est impossible, on reste collé tout le temps et donc on est en proie au jugement et aux peurs. Donc en fait, c'est vraiment un espace aussi de reprise de pouvoir, de liberté, d'action, de responsabilité. Et la créativité, c'est ça, c'est rien d'autre que ça. C'est vraiment se reconnecter à tout ça, reprendre le pouvoir sur qui on est et se reconnecter à ces autres dimensions, en fait, redonner un sens à tout ça. Et il y a une prise de conscience dans ce processus. Il y a une prise de conscience qui est vraiment éminemment importante pour pouvoir effectivement, à ce moment-là, si on le veut, changer quelque chose. Bien sûr. Voilà. Se donner l'occasion, l'opportunité de se reconstruire une image de soi dans un espace protégé où on reconnecte avec le plaisir de la matière, avec le jeu. Et on va redonner un nouveau sens à nous-mêmes ou à une situation ou à des choses qui sortent en fait, qui sont sorties de leur carcan. Je pense que c'est important, cette notion de sens, hein, vraiment. On redonne un nouveau sens à quelque chose qui est déjà, qu'on est allé retrouver et qu'on est en mesure de pouvoir réorienter. Bien sûr, tout à fait. Il me semble que tu avais un exemple aussi. Oui, alors si vous voulez quelques exemples en images vidéo, alors malheureusement, on n'est pas sûr que le son va être bien transféré, mais bon, vous aurez au moins des images vidéo. C'est un projet de performance. J'ai animé une série d'ateliers. J'ai fait un assez grand travail pendant mes années au Maroc. Hein. J'ai vécu 5 ans au Maroc, où j'ai fait beaucoup de choses sur le plan de la créativité, de l'art-thérapie, avec beaucoup de structures, de fondations, de groupes différents. Et j'ai collaboré pendant un certain temps avec la fondation Orient-Occident, donc dans la ville de Rabat, où j'ai vécu. Et on a fait un projet assez incroyable à l'issue de plusieurs séances de créativité, d'art-thérapie, de reconnexion avec la matière. Donc, je travaillais là avec ce qu'on appelle les MENA, c'est des personnes migrantes qui sont mineures, hein, donc qui ont moins de 18 ans, qui ont vécu des choses évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, totalement horribles.
de déracinement, de guerre, de meurtre, d'arrachement à des familles, etc. Et les jeunes, enfin, ou la personne en question, donc jeune mineur, souvent seul, a dû quitter son pays, traverser des déserts pour arriver au Maroc, qui est un peu la plaque tournante de l'immigration, avec tous les espoirs de passer vers l'Europe. Donc moi, je travaillais avec ces jeunes migrants donc, qui arrivaient à la Fondation Orient-Occident, qui était censée les accueillir et les aider. Et on a fait tout un travail comme ça en art-thérapie, voilà, de reconstruction, ça c'était vraiment le cas de le dire, de reconstruction d'une histoire, d'une vie. Et on a fait vers la fin, à la fin de ces cycles d'ateliers, on a fait une performance collective tous ensemble. Et c'était assez étonnant, comme on parlait de reconnexion avec la matière, avec le corps. Les Africains sont très très connectés au corps et à la matière beaucoup plus que nous, occidentaux. Et du coup, je trouvais que c'était vraiment très illustratif de ce qu'on vient de dire. Donc on voulait vous passer quelques extraits de cette performance qu'on a fait donc tous ensemble, qui est donc un travail collectif. Spontané, hein, c'est une performance qui est basée sur l'improvisation, mais avec la musique, avec le corps et avec la matière. Alors, je vais vous partager si ça marche. En tous les cas, l'image est là. Oui, c'est vraiment intéressant de voir le mélange de son, de matière et de mouvement du corps. Voilà, c'est ça. Et on a commencé avec la trace et puis la matière est petit à petit. Et il y a eu beaucoup d'interactions non verbales sur une feuille de papier. Et comment le corps et le mouvement est toujours venu interagir. Et on a allé de plus en plus dans un processus vraiment avec la matière. C'est intéressant aussi de voir effectivement comment le groupe arrive vraiment à travailler ensemble, où il y a quelque chose qui naît par cet ensemble, et où on se dit que peut-être il n'y aura jamais de fin d'ailleurs. Quelle joie! C'est magnifique de voir cette joie aussi qui... Donc à la fin, vraiment la matière a vraiment traversé le papier, on s'empare du papier, ça va dans l'espace. Enfin, c'était un très beau processus sur la matière et le corps. Il y avait une très très grande joie pendant cette performance. Ça se voit, c'est vraiment magnifique. Hein. Voilà. Donc effectivement, je ne sais pas si on m'entendait bien pendant la vidéo, mais je disais que c'était un moment totalement transcendantal entre nous tous, de reconnexion avec la matière, avec le corps, mais aussi il y a tellement d'autres choses qui signifiaient beaucoup pour ces jeunes et pour moi à un autre niveau, puisqu'on n'a pas les mêmes vies, mais je veux dire, là, on s'est reconnecté dans quelque chose de très profond, où, comme on disait tout à l'heure, où en fait, la joie était tellement présente. Justement, en tant que transmutation de souffrance, justement, en tant que transmutation de tout ce qu'on a mis dans la matière et ce que les jeunes ont transposé à ce moment-là. Et il y avait vraiment une joie très salvatrice, très, très, très forte. Donc, très émouvant, je trouve, hein, de voir effectivement comment tous ces traumatismes ont été mis dans ce qui a été cette matière primaire, primordiale. Et qui est devenu quelque chose de très beau, mais pas en termes esthétiques, mais de très beau, tout simplement en termes de transcendance. Oui, de sens et de contenu, c'est ça la vraie beauté, c'est intérieur.
Donc c'est un bel exemple de ça aussi par rapport à ce qu'on disait dans la première capsule, hein. C'est quoi le beau, l'esthétique? Le beau, c'est ce qui se passe à l'intérieur, c'est le processus, c'est le chemin qui nous mène à réaliser quelque chose et qui se voit, qui emporte les traces du coup dans la réalisation extérieure à la fin. Mais même si là, c'est plus que la vidéo, puisque le dessin n'existe plus. Mais, euh, mais effectivement, c'est vraiment cette beauté intérieure du cheminement parcouru. Et le dessin était le moyen pour y arriver, en fait. Voilà, tout à fait. Tout Et à donc, fait. considérer comme ça, et pas comme l'œuvre qui va rester vitam aeternam parce qu'elle émane d'un esprit, on est dans une toute autre façon de voir les choses. Hein. Bah, bien sûr, l'œuvre, elle vit. L'œuvre, elle vit. Et s'il en reste une trace, c'est bien, et on peut toujours la montrer ou l'exposer. Mais les traces sont de toute façon là, vivantes, on les porte en nous, et il y a toujours des traces, même d'un processus comme ça, où à la fin, il ne reste littéralement rien, puisqu'on a bien sûr fini par jeter tout le dessin qui s'est désagrégé, parce qu'il a intégré les corps, littéralement. Même de ce processus-là, bah, il en reste finalement la vidéo. Donc il y a toujours des traces de ce qui reste de ces cheminements. Mais la vraie beauté, elle est dans ce qui nous a menés à ça. Elle est vraiment dans ce chemin-là. Donc c'est un... J'aimerais peut-être te poser pour finir cette capsule sur Oui, le potentiel créateur que nous avons. On a déjà parlé la première fois effectivement des artistes d'art brut, mais j'aimerais oui. savoir qu'est-ce qu'ils pourraient nous apporter, hein, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme enseignement, peut-être pas, mais en tous les cas comme message pour faire renaître en nous qu'est-ce qu'ils nous ont, qu'est-ce qu'ils sont, et qu'est-ce qu'il y a comme exemple dedans qui pourrait effectivement nous nourrir. Oui, oui, oui. Alors ça, c'est une très bonne question pour synthétiser un petit peu tout ce qu'on vient de dire dans cette émission-là. C'est vrai que, comme on l'a dit dans la première émission, les artistes d'art brut ont cette connexion directe, comme innée, enfin, à cette créativité, hein. C'est vraiment des génies, ce sont des artistes par excellence, mais pourquoi? Et qu'est-ce qu'ils ont, enfin, disons, qu'est-ce qu'ils ont trouvé en eux, à quoi ils ont accès, qu'on a qui est tellement difficile pour nous de trouver ce même accès. Parce que cette chose, on l'a, c'est pas qu'est-ce qu'ils ont qu'on n'a pas, c'est plutôt qu'est-ce qu'ils ont réussi à trouver, à quoi ils ont réussi à se reconnecter de manière aussi naturelle, et pourquoi pour nous, c'est tellement plus difficile. Ça, c'est intéressant de mettre en rapport ces deux choses-là, parce qu'effectivement, ces artistes d'art brut sont totalement connectés à une créativité euh, innée, à un génie vraiment artistique qui est complètement détaché de toute forme d'apprentissage culturel, académique, formel. Et c'est des gens qui, on l'a dit la dernière fois, hein, qui n'ont aucune formation, qui sont loin de tout circuit voilà, social et académique, et pourtant qui font des œuvres vraiment éminemment artistiques. Donc, qu'est-ce qu'ils ont trouvé qui est tellement difficile pour nous de trouver ou de faire renaître en tous les cas? Ben moi, je dirais en premier lieu, c'est déjà ce dont on vient de parler, c'est cette absence de jugement, que ce soit un auto-jugement, une autocensure ou de l'extérieur. C'est-à-dire, l'artiste d'art brut, généralement, se contrefiche, il se pose même pas la question de ce que quelqu'un d'autre va dire sur ses productions, et lui-même ne s'auto-censure pas non plus, évidemment, puisqu'il crée avec un besoin viscéral. L'artiste d'art brut, la créativité pour l'artiste d'art brut, son œuvre, son objet, sa création, ça vient d'un besoin qui est absolument viscéral. Il crée avec ses entrailles, vraiment. Donc, il n'a même pas la place de se poser la question, mais est-ce que je fais bien de faire ça ou non, c'est pas bien. Il ne se pose même pas. En fait, c'est complètement court-circuité chez l'artiste de l'art brut. Le jugement, les questions d'esthétisme ou de jugement, etc., sont court-circuitées puisque ce besoin viscéral ne lui en laisse même pas le temps. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant de retrouver. Quand j'ai besoin de quelque chose, je m'autorise et je fonce avec la matière et je suis là avec elle et j'ai même pas besoin, je me pose même pas d'autres questions en fait. Donc le fait qu'ils s'autorisent à créer sans aucune censure, sans aucun jugement, c'est parce qu'ils ont ce besoin et qu'ils s'écoutent. Ils laissent libre cours. Donc déjà, ça, c'est quelque chose à réfléchir. Comment laisser libre cours en moi pour court-circuiter toutes les questions que mon mental va venir à faire interférer. Et puis, l'artiste d'art brut a également un désintéressement social. Il ne crée pas pour être vu, reconnu, mis en valeur, etc., etc. Et ça, c'est à nouveau quelque chose qu'on doit réapprendre, ce désintéressement social. Et ça, c'est lié aussi à notre ego, quelque part. L'artiste d'art brut n'a aucun ego au sens il ne fait pas son œuvre pour être reconnu, pour être vu, pour être mis en valeur. C'est vraiment, comme je le répète, hein, il fait son œuvre parce qu'il en a un besoin viscéral. C'est un peu crée ou crève, comme je dis. Hein. C'est un peu, je dois exprimer ça, ou sinon je vais mal tourner, ou sinon je suis en danger.
Et c'est ça qui fait qu'ils trouvent leur génie, justement. C'est qu'ils court-circuitent tout ce qui vient nous bloquer, nous, être normaux, entre guillemets. Donc, retrouver ce désintéressement social, lâcher prise sur l'ego, sur les jugements, et juste s'adonner à corps et âme à son art, à sa création, eh bien, c'est ça, en fait, le génie de l'artiste brut. C'est vraiment ça. Il est libéré de toute contrainte, de tout carcan. Il n'est pas déformé par aucun apprentissage ou par aucune technique. Il est loin de toute scène académique, culturelle. Le seul mode d'expression, c'est sa créativité, voilà, son besoin d'être créatif à ce moment-là. Et c'est une question, j'insiste, et je ne pense pas que c'est exagéré de le dire comme ça, c'est une question de vie ou de mort. Donc quand on s'est reconnecté vraiment à ce besoin viscéral, eh bien on est en osmose avec son corps, avec son pouvoir créateur. Et c'est vraiment ça qu'ont trouvé les artistes de l'art brut, je pense. Là, Sandy, c'est un point très important que tu abordes, hein, Mm. parce que nous avons tous, tous, il n'y en a pas un seul de nous, je pense, qui n'a pas des petits trucs pour lorsqu'on sent qu'on n'est pas très très bien, qu'on est en danger, qu'on se met en danger par rapport à nous-mêmes. On a Mhm. tous des trucs qui vont nous aider à survivre, hein, à survivre, parce on a encore trop peur, on a vraiment trop peur d'aller chercher très 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 profond. Mhm. Alors qu'effectivement, les artistes d'art brut n'ont pas ce genre de choses. On voit ça aussi, moi j'ai vu ça aussi dans les ateliers créatifs, dans les maisons pour personnes handicapées. Ouais. Il y a des ateliers créatifs qui sont magnifiques. Ici en Belgique, par exemple, il y a aussi un musée qui présente Oui, 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 oui. toutes les œuvres de ces ateliers créatifs. Alors bien sûr, tous les handicapés qui y participent n'ont pas tous besoin de s'exprimer aussi par l'art plastique. Il y en a Non, bien d'autres sûr. par d'autres choses. Mais ceux qui s'expriment par l'art plastique, on s'aperçoit effectivement que ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas besoin de faire du beau parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que le beau en termes d'esthétique C'est du ça. beau. Déjà, ils sont libérés de ce carcan-là. Quelle chance! Si seulement on pouvait ne pas savoir. On parle aussi souvent de la déconstruction nécessaire en créativité, hein. C'est l'art de déconstruire, comme on a dit au début. C'est aussi l'art de retrouver cette stratégie du non-savoir. J'aime bien aussi le dire comme ça, parce que c'est tout à fait ça. C'est retrouver la stratégie du non-savoir. Déconstruire, c'est retrouver cet état de non-savoir, mais ô combien important quand on veut retrouver son potentiel créateur. Donc, comme tu le dis, ces personnes-là, handicapées ou autres, euh, ne savent pas et ça les sauve. C'est ça leur chance. C'est ça Elles n'ont leur pas la même relation que nous qualité. à l'analytique, hein, et elles n'ont pas besoin de prendre cette prise de distance, puisque finalement, elles sont ce qu'elles mettent sur le papier. Absolument. C'est absolument extraordinaire. C'est vraiment ce mot de viscéral que tu avais dit. Ouais. Elles mettent vraiment ce qu'elles ont dans le ventre sur le papier. Elles l'expriment sans se poser de questions. Et c'est vraiment, ça répond vraiment à un besoin vital. Je pense que ça, peut-être, on peut dire aussi, peut-être qu'ils n'ont rien à perdre. Peut-être qu'ils sont dans cette disposition, je n'ai rien à perdre, je n'ai rien à prouver. J'ai ce besoin et je l'exprime complètement parce que sinon, euh, je meurs. Enfin, je pense vraiment qu'il y a des artistes d'art brut qui sont vraiment dans des, dans des, dans des situations ou dans des hôpitaux psychiatriques ou autres, hein, mais où vraiment ils n'ont plus rien à perdre. Ils n'ont que cette expression-là pour se sauver à l'intérieur d'eux, pour se retrouver, pour rester vivant en fait. Donc quand on a cette sorte d'urgence à créer, eh bien effectivement, tous ces carcans, ces blocages et ces barrières du mental, elles n'existent plus en fait. Et je pense que c'est ça la vraie valeur des artistes de l'art brut. C'est vraiment ça qu'ils ont trouvé, qu'ils ont su trouver et qui est tellement difficile pour nous. Parce que nous ne sommes peut-être pas encore dans des situations d'urgence à ce point. Et du coup, voilà, on se pose des questions. Oui, oui. Donc c'est vrai que nous faut-il aller dans des situations d'extrême détresse pour pouvoir être créatif? Moi, je ne crois pas, hein. C'est une question aussi à ce moment-là, tout simplement de, comment dirais-je, De choix aussi. oui, et puis de, comment dirais-je, c'est par palier, mais en tous les cas, on peut effectivement déjà aller vers ce genre de choses, je pense. C'est vraiment se libérer de toute la Ça. présence. S'inspirer des artistes de l'art brut, ça veut dire s'inspirer aussi de tout ça. C'est déjà pour nous, en premier lieu, s'autoriser à s'affranchir de ces barrières, en prendre conscience pour Oui, pouvoir s'en affranchir, pour se dire, OK, j'ai ça, mais là, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de cette barrière-là, j'ai pas besoin de m'auto-juger, j'ai pas besoin d'attendre le regard d'un tel et de ce qu'il va dire. Je m'affranchis de ça, à l'image
sous l'inspiration vraiment de ces artistes d'art brut. Vraiment, c'est nos sources d'inspiration en fait, hein, pour se reconnecter à notre potentiel créateur. Donc, en prendre conscience pour pouvoir s'en affranchir. Et comme tu le dis, c'est un long chemin petit à petit, parce qu'on s'en affranchit pas comme ça du jour au lendemain. Petit à petit, on apprend à s'en affranchir. On apprend à ne plus se mettre dépendant de ça pour se reconnecter à quelque chose de vital, de viscéral. Et là, on va avoir des accès beaucoup plus grands toujours avec notre potentiel créateur et notre propre créativité. Tout à fait. Le potentiel créateur, le potentiel transformateur, je crois que ça sera aussi le sujet de la prochaine émission. Oui, voilà, donc on va aller de plus en plus dans le vif du sujet. C'est vraiment une entrée en matière qui se fait graduellement, hein, ces capsules. Donc la troisième émission, on va parler de ce potentiel créateur en action, en transformation, hein, et ce qu'on appelle le processus de transformation. Donc on ira de plus en plus vers ces thématiques-là, effectivement, en rentrant vraiment dans la matière. Voilà pourquoi c'est important de ne pas rater une émission pour nous suivre, parce que c'est construit vraiment en processus logique dans tout ce qu'on vous transmet. Donc voilà. La date va être peut-être trouvée sur Atrium Web TV. Elle a été un tout petit peu modifiée. Je ne me souviens plus exactement si elle a été déjà définitivement arrêtée, mais ça sera dans la deuxième moitié du mois de juin. Oui, probablement le lundi 20 juin. Vraisemblablement, voilà. Mais en tous Ça les cas, sera n'hésitez pas. sur le site. N'hésitez pas à aller sur le site pour regarder. Et alors, effectivement, cette émission sera mise a posteriori, puisque c'est un remake. C'est un remake de la première émission, mais n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires, à nous envoyer des commentaires ou bien à nous mettre à mettre des remarques, à faire pousser les petits pouces sur Internet. Mais je vois effectivement qu'avant de partir, tu nous envoies encore de belles images. Oui, une dernière petite source d'inspiration de ces fameux artistes de l'art brut, hein, de Wölfli, un des plus connus, un grand schizophrène, un très très grand génie. Voilà, donc c'est pour clôturer cette deuxième émission et pour vous inspirer avec la richesse de ces productions. Où, Revenir de nous-mêmes. Hein. voilà, on part toujours de nous-mêmes et on s'étend dans tellement de systèmes, de signes il y a tellement de créativité, c'est tellement affranchi de toutes les barrières, ce mode d'expression-là, en partant de soi. Voilà, je trouvais que c'était bien l'image de ce qu'on venait de dire sur ces artistes de l'art brut. Tout à fait. Voilà, voilà. Donc effectivement, nous nous retrouverons très probablement le 20 juin pour l'émission 3, donc en rentrant encore plus dans la matière du processus de transformation. Tout à fait. Voilà. Eh bien, je te revois maintenant. Hein. Voilà, voilà. Beaucoup en tous les cas d'avoir. Merci à toi, Annie, hein, pour toutes ces questions qui viennent soulever des choses tellement intéressantes et qui nous obligent à nous confronter de façon toujours différente. Oui, ce sont des questions qu'on se pose tous parce que combien de fois, effectivement, dans des situations de vie, on est là et on est dépourvu par ce qui nous arrive et on ne sait pas quoi faire et on revient toujours vers les mêmes ficelles. Vers les mêmes schémas, bien sûr. Si on ne trouve pas de réponse ailleurs, on retombe dans les mêmes systèmes. C'est pour ça que c'est important de soulever ces questions-là pour partager sur comment on pourrait faire autrement et quelles seraient nos lumières. Et ensuite, à chacune de les explorer. Mais c'est très important, effectivement. Voilà. Eh bien, une très merci bonne journée. À tous. Merci à toi, Annie. Et puis, merci. On se voit pour l'émission. Merci à Atrium aussi de nous permettre bien sûr, de continuer à nous héberger pour tous oui, tout à fait, et de pouvoir avoir ces échanges. Et comme on vous le dit, n'oubliez pas de mettre des pouces. Si vous avez trouvé l'émission bien, n'oubliez pas non plus de nous envoyer des messages et de mettre des commentaires. Voilà, tout à fait. Merci à vous pour nous suivre et à très bientôt. Oui, à très bientôt. Au revoir Sandy. Au revoir Annie.